Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce plateau spécial, illustres téléspectateurs, le devoir républicain. Il se conjugue ce soir du 31 décembre 2025 en termes de respect d'un rendez-vous devenu incontournable. Le chef de l'État vient de prononcer son traditionnel message à la nation à l'occasion de la fin d'année et du nouvel an. Cela est loin d'être une sinécure. Adaptation aussi à la conjoncture nationale et internationale pour ne pas faire ombrage au match que vous connaissez et que vous attendez, le match des Lions indomptables de football à Marrakech à la CAN Maroc 2025 prévu à la même heure que le message présidentiel. Eh bien, le chef de l'État a décidé de décaler d'une heure son devoir républicain. PRC-TV et ses invités saluent cette belle prestation olympique qui caractérise la touche billard, à savoir ne rien entreprendre qui jette de l'ombre au rayonnement du Cameroun. En temps opportun donc et en toute sérénité, nous avons pu suivre le message. Ebenezer, Motale et moi-même en faisons le décryptage. Nous serons assistés par nos invités que vous allez bientôt découvrir. Nous allons faire ce décryptage au triple plan politique, économique et social. 2 dames et 2 hommes nous entourent ce soir. L'égalité de genre, comme vous allez le constater, est bel et bien respectée sur ce plateau. Ebenezer. Thank you very much, Jean Atangana. Ladies and gentlemen, we want to thank you very much for this special program on PRC television, broadcasting from Unity Palace, which is dedicated to the President's end-of-year address to the nation. It is a speech that directs and sets the course of all sector activities for the following year, which of course will be 2026. To take us through the process of explanations and decoding, Professor Elvis Ngolle Ngolle, who is a regular on this program. He is a political scientist and a statesman as well. Welcome to the program, Professor. Thank you, Ebenezer, and it's a great pleasure to be on such a special platform with these distinguished and eminent personalities. I think, as your co-host said earlier, it's our Republican duty as citizens of this dear Republic to make our modest contribution on this very important day, the last day of the year, when our President, Head of State, has spoken, sent a very important Republican message to his fellow citizens, his compatriots. Yes. And so we are happy to be the soldiers and the voices that carry this message to the hooks and corners with the little opportunity you'll give us on this special platform. So yes. Thank you very much. Yeah, from one professor to another, it is Professor Edmond Kuate, who is an economist and entrepreneur. Professor, looking forward to the conversation. Thanks for inviting me to this program. Like he said, it's a privilege to be selected to come and speak. It's your first time? This is my first time to this program. It's my first time as well to this TV channel. It's my first time, and I would like to say thanks to those. Mais vous êtes un habitué des autres plateaux de la République. Tout à fait. C'était une parenthèse que je referme aussitôt. C'était juste une parenthèse et merci de le dire. Je suis certes habitué des plateaux de télévision, mais je précisais que c'était un privilège de faire mes premiers pas, n'est-ce pas, sur le plateau de PRC TV. Je découvre que c'est plutôt un plateau merveilleux et j'ai dit merci pour le privilège que vous nous donnez, n'est-ce pas, de commenter, n'est-ce pas, le discours du chef de l'État en ce moment tout à fait singulier. Merci et bonne année à tous ceux qui nous suivent. Thank you very much. On your right is Justice Prudence Galega. She is a magistrate and a global leader in environmental law, biodiversity, jurisprudence. Many thanks, Justice, for coming. Thank you very much once more for making me a guest on this platform. And as the eminent professors have said, I want to join them to consider it a privilege to be part of this special evening soon after the head of state has disclosed his vision
of his plans for the year 2026. Okay, the last but certainly not the least of our guests is Mrs. Adeline Ekoto Akonon Ebale. She is an agro-économiste, engineer, and stateswoman. Welcome, madam. Thank you. C'est votre première fois ici? Ah, je voudrais dire que c'est effectivement la première fois que je suis sur ce plateau. C'est un privilège et un honneur de me retrouver parmi toutes ces éminentes personnalités. Déjà pour décrypter le discours du chef de l'État. Ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas à tout le monde. Être sur ce plateau pour porter la voix des femmes. Disons-nous bien que le genre a été respecté, nous sommes 2 dames sur le plateau. Merci déjà pour ce privilège. Bonne année à tout le monde et nous croyons que nous serons à la hauteur des attentes des auditeurs qui nous suivront tout de suite. Alors, Madame Ekoto, puisque vous avez la parole, vous allez la garder. Dites-nous, comment avez-vous accueilli la décision du chef de l'État de concéder un glissement dans l'horaire d'énonciation de son discours de fin d'année et de Nouvel An? Alors, le sentiment qui nous anime après cette importante décision, c'est un sentiment de satisfaction. Nous avons en face de nous un chef de l'État, un père, un sportif, celui qui tient compte de tout le monde à la fois. Il sait que nous sommes tous braqués à nos petits écrans aujourd'hui. Nous espérons que lui-même également fêtera le Nouvel An en regardant les Lions jouer. Nous estimons que c'est une décision qui galvanise tous les Camerounais. Nous sommes fiers de l'avoir comme président puisqu'il est à l'écoute de tout le monde au bon moment. Yes, Professor, what do you make of this arrangement? I mean, we've never had it before, have we? Yeah, again, as Madame Ekoto just said earlier, how else can you interpret this decision? I mean, a great privilege, but it's also, from the standpoint of values, the president is, once again, as he has done in the past, demonstrated and exhibited the fact that he's a leader of the people, he's a man of the people. He knows that football in Cameroon is the people's affair. The 30 million Cameroonians, if there's one thing they agree on, is football when Cameroon is playing football. And if they lose, all Cameroonians feel bad. If they win, it is all ecstasy. And the president is the #1 football fan of the Lions. He is the #1 Lion himself. And that on this day, when the Republic demands of him, under the laws and within our political culture, to speak to the nation, he has spoken to the nation, but taking into consideration the fact that as a leader of the people, a man of the people, he's with the people, he wants to make the people know that he's with them at all times, even on the day when duty, which he himself refers to as sacred duty, because for him, public leadership is a matter of sacred duty, meaning that he does his work in great faith with his Almighty, and he doesn't play with it. But on this day, he recognizes that it's the people's day because of the Lions are playing, and he himself being the #1 Lion Indomitable, he says, we have it, we'll watch it together, but I'll still do my duty of conversing with you, communicating with you within the occasion of, within the framework of the end of year message. He has done that. And so you see, this is again a leader, President Biya, who, as he has said in his message, has confidence in his fellow Cameroonians. Yes. He has confidence in them. He believes in them. And he is with them, no matter what. Rain or shine, he's with them. This is one example, that he's done his job, but he's still with them. For the first time, as you say, especially this speech coming right after a very highly contested presidential election in which he won almost 54%, and right after he made a very powerful oath-taking speech or inaugural speech. This is the first speech he's making in the new mandate. And in this first speech, he has scored another point on the side of the people. I'm with you, the people of Cameroon. We are going to watch football together, but I'll still give you the message and converse with you
as the law and the Constitution demand me to do. Professor Kuate, in English, please, in English. Okay. Not in English, in French, please. Right. Your answer. Yeah, I understand. Alors, votre appréciation sur cette posture sportive du chef de l'État? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous parcourez, vous avez suivi le discours du chef de l'État, il a accordé une place très importante à un mot sur lequel que vous pouvez retrouver dans son discours, l'unité nationale, qu'il a souligné comme étant la clé de voûte de l'œuvre de la construction nationale. Et il n'est pas un secret pour un Camerounais que le football, c'est un catalyseur de l'unité nationale. C'est-à-dire que là où nous avons perdu le lien qui nous ramène tous ensemble, le football a réussi, comme par magie, à nous ramener un peu tous ensemble. C'est-à-dire que lorsqu'on a perdu cette unité dans la dimension politique, dans la dimension économique, il reste quand même que ce catalyseur-là qu'est le football, n'est-ce pas, vient un peu nous ramener tous sur la table. C'est-à-dire que quand les Lions s'expriment sur un stade, il n'y a plus, de différence. Il n'y a plus rien qui divise les Camerounais, tous, n'est-ce pas, communier. Et je pense que le chef de l'État a compris qu'il était vital et important, n'est-ce pas, pour lui, de permettre aux Camerounais, au-delà de l'importance de son message, qui est un message, très important, il a compris qu'au-delà de l'importance de ce message-là, il fallait donner la possibilité aux Camerounais de communier avec leur équipe, qui vont faire une prestation tout à l'heure, n'est-ce pas, sur le stade. Et donc, je pense que c'est ça qu'il a compris. Il a compris qu'il fallait qu'il donne du ton, ou plutôt qu'il mette, un peu d'action, n'est-ce pas, dans le ton de son message, en donnant une place de choix à l'unité nationale et en utilisant tous les catalyseurs possibles, à savoir le football, et c'est tant mieux. Nous disons merci. Yeah, Justice, presumably you are a football fan. Does this decision by the head of state make some sense to you, definitely? Thank you very much. I am Cameroonian, and every Cameroonian is a football player sometimes. But I want to join the others to emphasize the fact that the head of state has demonstrated once more that he has full knowledge, he is conscious, he is aware, and he listens to his people and knows what are the aspirations and what his people love. Football to every Cameroonian is a uniting factor, and so he gives them the opportunity to listen to this. But beyond that, I want to think that the head of state has emphasized all through his campaign, in the actions he's taken and the speech today, of his recognition of the importance of the youth, the role the youth play in this country. We know the youth have distinguished themselves and given an image to this country through football. And through this act, I see his recognition of that role and his willingness to invest in the youth. Okay. Mesdames, Messieurs, après cette évocation du contexte du discours présidentiel, venons-en, si vous en avez convenance, au texte du discours lui-même. Parmi les grandes annonces que fait le chef de l'État, moi j'ai mentionné ce pan de voile qu'il a daigné lever sur ce que tous les Camerounais attendent. Il annonce la mise en place du prochain gouvernement dans les prochains jours. Dans les prochains jours. C'est peu courant de voir le chef de l'État s'enfermer dans les délais de cette manière. C'est vrai que les prochains jours, ça ne renvoie à aucun jour précisément. Tout à fait. Professeur Kuate. Alors, je crois que le chef de l'État, dans son discours inaugural, lors de sa prestation de serment, avait déjà indiqué le ton en disant qu'il avait pris la mesure, n'est-ce pas, des frustrations, des aspirations des Camerounais, alors qu'il venait de lui accorder sa confiance. Et je pense qu'également, il a une oreille, il vient de démontrer également qu'il a une oreille très tendue, parce que, vous savez, ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle que de dire que les Camerounais, là dehors,
ceux qui sont politiques, ceux qui ne le sont pas, mais je crois que c'est tous les Camerounais qui demandent un peu, n'est-ce pas, à mettre du sang neuf, à pomper une nouvelle bouffée d'oxygène, n'est-ce pas, au gouvernement pour que, n'est-ce pas, véritablement, on voit les choses être relancées. Et donc, je pense que le chef de l'État a compris que, entre autres, c'est un peu, n'est-ce pas, comme une aspiration très forte de la part des Camerounais. Et je crois qu'il vient un peu mettre fin à ce suspense-là. Ceux qui pensent que ça commence à devenir un serpent de mer, un gouvernement qui est attendu aujourd'hui, qui est parfois annoncé demain à 17h et qui n'arrive jamais, et qui devient comme un serpent de mer. Mais je crois que là, il vient donc de sonner le glas en disant « j'en ai conscience ». Et je vais vous servir dans les prochains jours. Je crois que c'est le terme qu'il a utilisé dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Et donc, je pense que, n'est-ce pas, du haut, n'est-ce pas, je vais dire Sa Magistère, lorsque le chef de l'État dit dans les prochains jours, vous devez comprendre que ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc... Que c'est imminent. Que c'est imminent. Et donc, le suspense ne va plus durer longtemps. Et d'ailleurs, je crois qu'il a, dans son discours, dessiné même les profils. Il a annoncé les profils dans son discours en indiquant que ce sera, n'est-ce pas, tous les tranches d'âge, parce que depuis, il insiste qu'il va, n'est-ce pas, amener les jeunes de plus en plus, les amener à la responsabilité. Et il a dit, c'est pas une façon de stigmatiser certaines tranches d'âge. Oui. Et c'est ça, c'est l'occasion qu'il a trouvée, n'est-ce pas, pour essayer de dessiner, n'est-ce pas, les profils pour les jobs, c'est-à-dire qu'il fallait avoir les qualifications requises, avoir de la compétence. Et au-delà de ça, il fallait rassembler un ensemble de valeurs parmi lesquelles la probité. Vous savez qu'il y a un phénomène qui est chez nous et auquel le chef de l'État accorde, n'est-ce pas, beaucoup d'importance dans la lutte contre la corruption. Et donc, s'il fait mention de ces valeurs-là, c'est-à-dire la probité, l'intégrité, ça veut dire que vous pouvez avoir la qualification requise, vous pouvez avoir toutes les compétences requises, mais si vous n'êtes pas habité par ces valeurs-là, c'est-à-dire la probité, l'intégrité, vous n'êtes pas digne, n'est-ce pas, de vous voir confier une poste de responsabilité. Il ajoute la disponibilité à servir l'intérêt général. L'intérêt général, oui. Parce que de plus en plus, on s'est rendu compte que les gens surfaient un peu beaucoup sur l'individualisme et lorsqu'ils se voyaient confier des postes de responsabilité, ça devenait des super pour eux, pour se servir et non pour servir. Et donc, je crois que le chef de l'État attire l'attention des personnes, des hommes et des femmes qui demain vont être choisis pour l'accompagner. Je crois qu'il déjà donne le ton. Il attire leur attention pour dire, écoutez, si vous avez le privilège et la grâce d'être choisi sur cette liste, comprenez que vous êtes d'abord au service de la nation. Vous n'êtes pas à votre propre service, vous n'êtes pas au service d'une famille, d'un clan, d'un groupe. Non, vous êtes au service de la nation. Quand on parle, n'est-ce pas, de l'intérêt général dans une république, ça veut simplement dire vous servez le Cameroun sur les 475 000 km². Vous ne servez pas une partie du Cameroun au détriment de l'autre. Vous servez tout le Cameroun. Et donc, au Cameroun et au-delà du Cameroun. Puisqu'il parle de compétences souvent oubliées à l'intérieur comme dans la diaspora. Professeur Elvis Ngolle Ngolle, cela suscite quelque chose en vous quand il parle de compétences oubliées aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora. And also, I would like you to explain, I would task you on this as a political scientist, when the head of state says, I will have this government reshuffle in the coming days. Yes, yeah. How do you explain in the coming days? How soon is that? You explain as a political scientist. Yes, I mean, as Sir Jean Atangana said earlier, it's not in his habit to be so, to make it so precise to the extent that you can count it on your fingers by saying coming days. He minds his words and is very careful how he places the words because words have meaning. Sure. The fact that he said it this time tells you, as Professor Kuate said earlier, one, it signifies that in his leadership, particularly within the framework of this new mandate that is beginning, which he says is going to be a mandate full of a lot of things which he himself has announced during his oath-taking. And challenges as well. And the challenges. He's telling us that this is a new mandate, a new dawn for a new kind of Cameroon. It's a kind of new beginning where he's going to do things which, in this new 7-year term, which either will surprise some, but will be good, as he himself says, in the general interest. And he has given, during the inaugural speech,
he gave some of these articles, for example, messages such as his focus, and he has repeated that in the speech. He wants to give priority on the youth and the women. He has even begun that by appointing a woman at the level of the Supreme Court as the Procurator General. That's a first in our 65-year history. That should tell Cameroonians that the president means what he says, and he is seeing this new term as a sort of new deal. It's a new deal. But basically, he has people in mind who will work with him in this new Indeed, he does. A 7-year mandate. Indeed, he does, and that is why if you notice, those are the people he's talking about. These are the people he's talking about. For example, when he talks about youth, as Mr. Kuate said earlier, you know, it's not that just because you are a youth you qualify or that you are competent, or just because you are a woman you qualify or because you are competent. And he also recognizes, because he says that the competencies are not only found amongst us who are within our country. There are Cameroonians, as you know, there are about 5-6 million Cameroonians living in the diaspora, very highly qualified, just like you and I in the interior. So when we're looking for competencies, skills, and knowledge, you see that the president is ready in his present mandate to open up to the diaspora and say, the president recognizes in his leadership that competencies among the youths and among the women are not only found within the country, they are found among the 5 million of his compatriots who are abroad. And that is telling you that he is opening to them, and he would like to bring them in his, the way he's looking at his new leadership, or the leadership in this new mandate. But I wanted to say that if you observe the way he put the speech, the president remained at the level of values. There are values that he holds on to very dearly. The values of togetherness. If you count, the president used the word together about 10 times or more. I counted about 10 times. That's a word. But maybe Professor will be coming to that later on in another section. Can we just hear from Madam? What is your take on the president, you know, announcing that he's going to form a government in the coming days? Ce que nous pouvons dire à propos, c'est que quand nous disons dans les prochains jours, ça peut être demain, ça pourrait être après-demain ou dans 2, 3, 4 jours. Donc, attendons-nous à nous mettre au travail, parce qu'il ne sera plus question d'apprendre ou d'hésiter. Il dit que les nominations seront fondées sur la compétence, la probité, l'engagement, l'intérêt général. Ce ne sera pas à l'œuvre qu'on devra encore apprendre, à savoir que c'est un intérêt général ou qu'il faut être transparent. Nous avons besoin de personnes déjà aguerries à la tâche. Donc dès qu'ils prennent fonction, ça peut être demain, après-demain, qu'ils se mettent au travail et qu'on voit le Cameroun avancer. Yes, madame. Justice Galega, des Camerounaises et des Camerounais actifs à la vertu de probité, à la vertu de service de l'intérêt général, c'est un oiseau qui se fait de plus en plus rare dans nos prairies camerounaises. Oui, merci. Je pense qu'en premier lieu, j'aimerais clarifier qu'il s'agit d'une réserve du chef de l'État. Ce n'est pas une obligation pour lui de dire, c'est une prérogative. Et la question qui se pose, pourquoi donc il a décidé de communiquer ça? And I think what I see in it is more that he is sending out a strong message to the future leaders of this country, that in the coming days, if your name is on that list, this is my expectation of you. It's in that context that I understand that he wants to already forewarn that I consider you are competent, you have the values, but based on my vision for this country, I expect you to deliver. So, Prof, if your name happens to be on that list, yes, because every Cameroonian is eligible if you meet
those qualities of the Yes, head and of just state. to add that, by the fact that he's using those words in the coming days, as Professor Kuate said earlier, tells us that the president has his ears on the ground. And as he announced to us during the oath-taking speech, the leader of Cameroon, the head of state, has told his people that I know your problems, I hear your problems, I know what you're talking about, I know what you're thinking, I know what you're expecting. This is another example where the president is telling you and I that I know you are talking about it. I know you are expecting it. I know you are even making all kinds of speculations. That's the kind of leader we have in this mandate of President Biya. The leader of who has put his ears on the ground on a daily basis. He knows what his people are talking about, what his people want, and what his people expect of him. And he has opened up himself. He's ready in this mandate to do as the people want, to be the people's leader, the people's president, the people's head of state. And so when he tells them, okay, since you've begun talking about it and you're thinking about it and expecting, now I'm with you. You can start 1, 2, 3, 4, 5, because the prochain or the coming days means you can now count. It's countable now. Whereas if you use another word, you are no more in your domain, you cannot count. But now you can count because it says in the coming days. You can go 1, 2, 3, up to 30 days in a month. You can keep counting. Or 365. Which is good. Alors, je relève une ou deux choses. Le président définit en quelque sorte les délais de sortie du gouvernement qui est attendu. Il définit les profils qu'il souhaite avoir dans cette nouvelle équipe gouvernementale. Et puis j'ai eu l'impression que le chef de l'État définissait également le cahier de charges. D'entrée de jeu, il dit, lors de ma récente prestation de serment, je me suis engagé à continuer d'œuvrer avec vous à l'avènement d'un Cameroun uni, stable et prospère. Donc, unité nationale, stabilité des institutions, prospérité du pays. C'est un cahier de charges qui, d'après vous, semble convenir aux Camerounais aujourd'hui. Oui, c'est l'enjeu principal de nos nations. Peut-être que demain, votre nom peut se retrouver sur la liste. Je pense qu'il faudrait que les gens comprennent que les postes de responsabilité en République ne sont pas des occasions, n'est-ce pas, je vais dire, d'épanouissement personnel. Il faudrait que les gens comprennent que les postes de responsabilité, n'est-ce pas, vont avec des engagements, vont avec des défis, des challenges qu'il faut relever. Et je pense que le chef de l'État, en le soulignant, en disant voilà le cahier de charges, voilà ce que je compte. Écoutez, ce n'est pas pour dire que les personnes qui étaient là avant n'étaient pas qualifiées. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'avaient pas les qualifications et les compétences, mais je pense tout simplement qu'il veut attirer l'attention des personnes qui vont demain avoir la chance d'avoir les responsabilités. Je dis la chance, mais j'aime pas trop le dire, parce qu'on a toujours l'impression que les postes de responsabilité n'induisent que des privilèges et des avantages. C'est pour ça que j'aime pas dire la chance, mais cela entraîne, mais alors des responsabilités énormes. Lorsque vous êtes appelé, par exemple, à mettre en musique une vision définie par le chef de l'État et que vous échouez, la responsabilité rentre sur lui. C'est lui qui en paye le prix. Parce que le 6 octobre, c'est lui seul qui s'est présenté devant les Camerounais. Ce n'était pas une liste d'un président avec l'ensemble de son gouvernement et de ses ministres. C'était un individu qui s'est présenté devant un peuple pour dire « accordez-moi votre confiance ». Et donc, lui, en disant cela, c'est d'attirer l'attention de ceux qu'il va choisir pour dire, certes, je vous ai choisi sur la base d'un ensemble de critères, vous aviez la compétence et, n'est-ce pas, les qualifications requises, mais désormais, je vais mettre l'accent sur quelque chose de particulier, les valeurs que vous portez, les valeurs de probité, l'intérêt général, d'intégrité. Vous savez que notre pays, comme je l'ai dit, je l'ai souligné plus haut, aujourd'hui fait face à un ensemble de phénomènes parmi lesquels, n'est-ce pas, je vais dire la distraction des fonds publics, la corruption, le clientélisme, et un ensemble de ismes, un foisonnement de ismes qui véritablement mettent en mal la vision du chef de l'État, son projet pour la société et qui, in fine, entraîne trop de frustration au sein des populations. Je crois qu'il veut dire qu'il faut mettre un terme à cela. Et donc, si vous avez demain, je ne sais pas, le bonheur ou le malheur de voir votre nom apparaître sur la liste. Le bonheur. Le bonheur, disons ça comme ça.
de voir votre nom sur la liste, vous devez comprendre que, certes, cela vous expose à un ensemble de privilèges parce que vous êtes, n'est-ce pas, pris en charge par l'État, mais cela vous met surtout face à des responsabilités énormes et vous devez accompagner le chef de l'État pour qu'in fine, à la fin de son mandat, que le peuple qui lui a accordé la confiance ait le sentiment qu'ils ont été écoutés et qu'ils ont été servis par un chef de l'État accompagné par toute une équipe. Ngolle Ngolle, je voudrais prendre la sagesse nécessaire auprès du doyen, j'imagine, sur ce plateau que vous êtes, de l'homme d'expérience que vous êtes. Est-ce que ça se fait encore? Quand j'étais enfant, on entendait dire que pour nommer quelqu'un, on devait préalablement conduire ce qu'on appelait alors enquête de moralité. Est-ce que ça se fait encore? Oui, mais la vraie réponse est dans la réponse que notre juge, Madame Galega a dit tout à l'heure. Oui. Pour notre public, que tout le monde comprenne que le pouvoir de nomination, c'est un pouvoir présidentiel basé sur la Constitution et nos lois. La Constitution qui organise la structure et le fonctionnement du gouvernement. Ça, c'est un pouvoir présidentiel régalien et qui appartient exclusivement, de manière constitutionnelle, au président de la République. Donc, ce n'est que lui qui est le maître de temps, le maître de moment, le juge d'opportunité. C'est lui, ça a été toujours lui, puisque la Constitution lui donne ses pouvoirs. Comment il fait? Quand il fait? Quelle est la méthode qu'il utilise? Appartient toujours à lui. Et la Constitution lui protège et lui donne tous ces pouvoirs-là. Que le public et l'opinion sachent ou reconnaissent ça, malgré tous nos calculs, tous nos intérêts, mais qu'on respecte le fait que la Constitution de la République de Cameroun confère au président de la République ses pouvoirs, le pouvoir de nomination, le pouvoir de gracier, le pouvoir... Il y a ces pouvoirs-là qui sont établis, ce sont universels, ce sont constitutionnels. Donc, comment? La méthode, c'est lui. Donc, étant dit ce que je viens de dire, qu'on comprenne que, vous savez, le leadership a un sens managérial. Et nous tous qui ont fait dans les universités la séance managériale ou la séance administrative, on vous dit ceci, tout leader est un manager. Et dans la séance managériale ou administrative, il y a des méthodes, il y a des logiques, il y a des théories qui sont la tête, tous les leaders qui sont efficaces et ne doutent pas l'efficacité. C'est pour cela que le président Biya, son efficacité est bien établie, c'est universellement reconnu. Pourquoi il est si efficace? Les gens disent ce n'est pas parce qu'il y a... Cette efficacité peut être expliquée. Il est très logique, il est très scientifique, il est très raisonnable. C'est-à-dire qu'il sait exactement que quand il sait, l'enjeu principal c'est quoi pour lui dans la gestion du leadership de la nation? C'est ces facteurs-là, il a dit, c'est-à-dire l'intérêt général, la sécurité, la prospérité de la nation, l'unité de la nation. Donc quand il vous nomme, quand il nomme un de ses un compatriote, ce compatriote doit comprendre que cette nomination n'est pas le fait de... Ce n'est pas un jeu. C'est sérieux. Sur le plan managérial et sur le plan politique, c'est sérieux. C'est une responsabilité énorme que ces messieurs là-haut et cette dame qui a été nommée doivent comprendre que cette nomination n'est pas parce qu'il est tellement... C'est le président qui a décidé. C'est le pouvoir du président, c'est la confiance du président. Donc, que cette personne qui est nommée sache que pour le président, l'enjeu principal c'est quoi? C'est l'unité de la nation, la prospérité de la nation. Ça, c'est l'intérêt général. Si vous faites autrement, c'est vous-même qui, soit vous trahissez, ou bien vous-même qui n'êtes pas conscient du fait que vous devez être plus responsable que ça. La faute, c'est toujours à vous, puisque ce que vous faites, c'est que vous êtes hors de ce que le président attend de vous. D'accord. Donc c'est à vous donc de faire Ebenezer Motale, je yes. voudrais qu'on sorte de cette première articulation de notre plateau spécial en évoquant un autre sujet d'importance au plan politique. Le chef de l'État parle des prochaines échéances électorales
dans les mois à venir? Vous savez qu'on a ouvert la saison électorale en 2025, octobre, avec l'élection présidentielle. Et puis il y a eu en novembre les élections régionales. La suite, c'est en 2026. Il dit ce sera dans les mois à venir. Est-ce à dire que le calendrier électoral tel que c'était prévu avec les prolongations de mandat que l'on a connues, est-ce à dire que ce calendrier va encore connaître quelques amendements? Voici une femme politique qui nous vient tout droit du Sud. Du Sud Cameroun. Tu dois certainement parler à l'oreille de qui on sait. C'est un Vous avez la privilège. parole. C'est un privilège. Alors, maintenant, quand le chef de l'État dit dans les mois à venir, je crois que nous, futurs candidats, nous devons être constamment préparés à affronter ces échéances. Parce que pour tout bon militant, tout bon Camerounais, on doit pouvoir maîtriser ces calendriers. Maintenant, il faut qu'on soit prêt à ce que, si le chef de l'État décide que c'est le mois prochain, qu'on soit prêt. S'il dit que c'est dans 3 mois, qu'on soit prêt. Nous autres, je crois que nous sommes suffisamment aguerris à cet exercice, au point que je crois que ce serait déplacer le débat que de chercher à se focaliser quand est-ce que les échéances auront lieu précisément. Elles auront effectivement lieu. Ça, c'est effectif, ça aura lieu. À nous maintenant de nous préparer en sachant que la base attend de nous des résultats, des programmes et tout ce que cela comporte. Justice Galega, je crois qu'il faut même préciser qu'il s'agit des élections législatives et municipales. Voilà. Yes. And precisely, I want to find out from you, Justice, these elections, there's a certainty that they are coming. They will be there. Do you think that they would have the capacity to bring the country once again after the post-electoral difficulties we had? Do you think it will bring Cameroonians together again? I think, first, if I got the speech of the head of state clearly, you know, you look at the context within which he has said it. The head of state is not just telling you that there will be elections. We know there will be elections. But his interest and focus gives a strong message that he is aware of what happened in the past elections. And his intent here is to put Cameroonians on the guard, not to again be misled, not to get into those, you know, there were several offenses that were created. And he said this should no longer be allowed to happen. So I think the main purpose here is we have been able to be, you know, the institutions, if you look at the institutions that were charged with the elections, they were very resilient and were able to take us successfully, notwithstanding the challenges we had. And he has that responsibility to ensure that in future elections, Cameroonians do not get misled by those who attempted to plunge this nation into a state of chaos. It's in that context I understood that statement. Yes, Prof, if you see in his speech, the president was not so explicit about the elections of this year. Would he go along the lines of what Justice Galega is saying? Not only that, but I think the president tried to send a strong message both to candidates and voters, you know, that you got to be ready. To the candidate, he is kind of telling them to be ready. You know, we are in the context of decentralizations, and now people are expecting development to start from the base, because we are just from the election, presidential election, where, you know, the whole country, you know, turned to the president and, you know, trying to express their aspiration from the president that Mr. President, that's what we are expecting from you. But the president is telling the future candidate, you know, legislative and also all the elections, to tell them to be ready and be prepared to know what you're going to tell the voters for them to win their confidence. And this is also a message he is sending to voters, to tell them, be careful
who you are going to give your confidence to. Be careful what type of message you will receive in order to, put your trust in a particular candidate. Because, you are expecting a lot of things from a particular candidate. So don't just, choose a candidate because of a particular reason for you, but choose a candidate according to your aspirations, according to the message he's delivering, and according to what he's saying he's going to do for your locality. And not for emotions. And not for emotions. For tribal reasons. For tribal reasons. But select a candidate because you think he got the capability, he got the instrument, he got the tool to impact your community, to do something for the development of your community. I think that's the message he's telling both the voters and the candidate, that they should be ready. It might be tomorrow. It might be next week. It might be in February. It might be in March. It might be any moment. You got to be ready. Both voters and candidates. Everybody got to be ready for this election to be for this election to be good election, and for this election to impact all the communities so that we should have a strong nation. Yes, Professor, tell me, where do these elections actually stand in terms of their importance? We had a mother election that passed, and what is this one coming? These two coming, where do you place them? Yes, as you know, the local election, meaning the legislative and municipal elections, are actually in many ways they are really local elections, and because these are elections that choose local leaders representing the various localities, or what we call in Cameroon the decentralized collectivities. And so these local elections tend to attract a lot more personal, individual, tribalistic, communal emotions, because everybody understands that the stakes are such that the localities want to get he or she or they, whom they think can represent their localities in a perfect manner. They've already elected the national president. So for them, that is behind us. And so now for the various localities, their emotions and their sentiments and their passions are that it must be someone who can represent our locality correctly. And so these elections tend to attract terrible emotions and passions. And because of the emotions and passions that accompany these local elections, it's not a surprise to us that, as the Professor Kuate and Justice Galega said earlier, the president is conscious of what the electoral map and the realities on the ground. He knows that people are waiting. He knows the passions. He knows, he understands. His ear is on the ground. And he's, in his pedagogical style, he's telling his people, it's your thing. They are your elections. They are your freedoms. They are your choices. But the president is showing one. He understands the electoral calendar. The president has a mastery, and he's very sensitive to the electoral calendar. Electoral calendar, Justice Galega is a woman of law, is legally well followed. And the logic is always well studied by the legal experts. And the president, being a legalist himself, does not, we know his history. He keeps to that very strictly. When it comes to that sense of property in that area, he knows exactly the electoral calendar, the legalist that he is. He knows when those elections, he knows 2026. People are already as if they want it right away. But he knows what the law says. He will follow exactly what it is. As the legal experts tell him, he will go, because that is his style, that's his leadership style. He follows what the law says, and he doesn't want to go. He has never tried to make himself quarrel with the lawyers, or with the legal experts that are there in place. So he wants to let people know that I know what the calendar is. You can say what you want to say. There are your elections. The elections have to do with those you want. You want them to represent you, which is fine. The president is all for that. But the other part of these elections is that, as you know, in all democratic societies, one of which we are, the president, who is the national leader and who runs the national government, because he's the chief executive, has to benefit from local representation.
while he has won the election, he is the president. Because we are in the age of decentralization, as Professor Kuate used the word decentralization earlier. Yes. Yes, from the standpoint of the central authority, you are the president of the entire nation. But then, your nation, the way the state is organized and the way the state functions, there are decentralized localities, municipal councils, 360 of them, 10 regions that are both decentralized collectivities. You need people, leaders, who support your program of government, your public policies, and who can represent, implement, apply the laws, the decrees that you're going to send out there as to how the government should run. If you don't have these people at the local level, let's say it's another political party that has, and while you have won with your own political party, as was the case last October 12th, your government may face lots of difficulties. So it's in your interest from the national level to make sure that local elections in the regions, local elections in the local councils, local elections in the legislative branch, meaning in our case we have a bicameral legislative branch, the Senate, which is a higher house, and the House of Assembly, which is the lower branch. You need people, you need leaders, you need politicians and representatives of these various localities in parliament, in the regions, and in the city council, in the city, to support your program. Otherwise, you may make good decisions in your own day. But if you don't have people in the various local councils and the regions and in parliament, they can distort it. And if they distort it, it looks like the decrees and the laws passed may not favor your political program. So it is in your interest to make sure that those elections take place as the law requires, because that shows that you respect the law, but also it's in your interest as far as your program of government, as far as your public policies that you come up with are concerned. Professeur Ngolle Ngolle, tout à l'heure vous avez fait la passe à Justice Galega. Oui, oui. Et permettez que je prolonge la balle jusque dans You know, when an eminent professor like Professor Ngolle goes before you, you can only align. And I think the perspective from which I want to align is in terms of why does the head of state focus on these elections? Remember, we are at the end of a tenure, and this is the start of a new tenure for him. And he's already looking at those critical institutional structures that will be of great value for his delivery and performance. And it is in that context, I presume, he sees this organ that is one of the major democratic reforms of a country in terms of the decentralization of powers, the devolution of powers, the regional bodies, in fact, the councils. If you want to see how much power they whelm and will increasingly whelm, you look at the budget. The 2026 budget that has been adopted demonstrates it is true there is a major increase in our budget, 14% or 1 trillion, you know, but the councils have continuously seen an increase in their budget. And so not only the devolution of powers, but the devolution of financial powers, empowering them. And that is a major structure. Those are the key organs through which the head of state is counting to deliver on his mandate. So it is but clear that in this end of year and next year vision, he should focus on this organ, and whom, like the professor rightly says, please watch out who will be there, and be sure they are those that will provide the opportunity for him to
deliver in a very coherent, consistent manner. Madame, Monsieur, vous êtes sur PRC-TV, plateau spécial dédié au décryptage du message à la nation du chef de l'État, Paul Biya, à l'occasion de la fin de l'année 2025 et du nouvel an 2026. Après la politique, on vous revient tout à l'heure pour évoquer les aspects économiques du discours du chef de l'État. Yeah, welcome back. In his speech, President Paul Biya definitely talked about the economy, and I'm looking at you, Professor. He did talk of restoring energy sovereignty. What is the meaning? What's the implication of that to the ordinary person out there who uses electricity like on a daily basis? Well, he says exactly that because, you know, recently Cameroon acquired back, you know, our national corporation that was once, that was once, you know, given to private sector and strangers. So that's what he said then. And you got to understand that energy is a kind of strategic tool for a country. So it got to be controlled for many reasons. It got to be controlled by the nations. It should not be in the hands of strangers because they can use it for many reasons. For many reasons, they can use it against the nation. So that's what it was very important for Cameroon to bring back that into the sovereign basket of the nation. It was very important for Cameroon to bring back our energy sector into the sovereign basket to make sure we control everything. It is technically we can explain it, but it is important if we really want to develop our nation, if we really want to put in place a kind of development program. It is critical, it is vital for us to master our energy sector. Without energy, there is nothing you can do, actually. You cannot put in place industries if you don't have energy, enough energy. And I think since 2013, the head of state has been demonstrating his willingness to actually emphasize in the development of energy infrastructure like dams and solar and things like that. Since 2013, we've been constructing a lot of dams. Motale, I think Motale. There are about 9 of them. There are about 9 of them. Mm-hmm. And then we passed from, in 2013, we were about 800 megawatt that we are having in the country. And today, if you add Nakchigal that was recently commissioned. Nakchigal, I think it's 420 megawatt that was actually constructed. Today, I think we are approximately 2,400 megawatt that we are having. It's true that there is still a deficit because actually the national need to satisfy both domestic energy and the industry energy, the need is about 3,000 that we need. That's why I think the head of state said there's still more to be done. He said it, though something has been done already, but there's still much to be done. So I think he said he is going to emphasize on that in the next, in this new mandate, and it is really important we emphasize that because, like I said before, there is no development plan that we can put in place without energy. So I think that's very important. Professeur Kuate, je voudrais encore sonder davantage l'économiste que vous êtes. Vous savez qu'au commencement était, je crois, la SONEL, la Société nationale d'électricité, et puis la privatisation est passée par là. Aujourd'hui, on parle de restaurer la souveraineté énergétique, de la reprise de Eneo. On avance ou on recule? Alors, je crois qu'il faut faire un peu d'historique pour que les gens comprennent très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après les programmes d'ajustement structurel, dont pas que le Cameroun, beaucoup de pays africains ont souffert dans les années 80, après ce passage-là, il faut savoir que les pays de la zone franc ont été particulièrement, frappés par les programmes d'ajustement structurel. Pourquoi? Parce que en 1994, nous avons eu le malheur de connaître la dévaluation du franc CFA. Et
ce que les institutions de Bretton Woods ont trouvé comme solution miracle, ça a été de dire que je vais dire que l'État devait se désolidariser, n'est-ce pas, de l'outil de production et confier cela entre les mains des privés, parce que pour eux, ils estimaient que, bien qu'ayant toute la volonté, l'État n'avait pas tous les instruments nécessaires, tous les instruments modernes pour pouvoir, n'est-ce pas, contrôler un certain nombre de secteurs. C'est ce qui a entraîné donc la vague de privatisation que nous avons connue. Il n'y avait pas que la Sonel à l'époque, il y avait la SNEC, il y avait Camrail, il y avait Régifercam, il y avait un certain nombre, il y avait même certaines unités de production, notamment Socapalm et autres Evecam, qui autrefois faisaient la fierté, n'est-ce pas, de l'industrie camerounaise, de l'outil de production camerounaise, qui ont été privatisés. Toutes ces unités ont été privatisées. Et donc, pendant la privatisation, il y a un cahier de charges qui avait été défini, c'est-à-dire lors de la concession, il y a des cahiers de charges qui avaient été définis. Ces cahiers de charges incluaient un ensemble d'investissements stratégiques que, n'est-ce pas, les concessionnaires devaient exécuter pour pouvoir améliorer l'outil de production et étendre donc maintenant, étendre la distribution pour pouvoir mouiller, n'est-ce pas, l'ensemble du territoire. Il faut qu'on le dise, il ne faut pas qu'on se mente, ces cahiers de charges n'ont pas été respectés. Sérieusement. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que le constat a été fait, il a été amer. C'est-à-dire que cet outil, notamment la Sonel, je préfère dire ça comme ça, a plutôt permis, n'est-ce pas, à ces concessionnaires de se faire plein les poches, parce que le premier concessionnaire qui était AES, je crois que c'était AES, oui, en 2 ans, il avait été établi qu'après 2 ans seulement, il avait déjà, n'est-ce pas, je veux dire, recouvré son investissement et rentré, n'est-ce pas, dans le profit. En 2 ans seulement. Mais seulement, il n'avait pas respecté le cahier de charges, il n'avait pas fait les investissements nécessaires. Et donc, il y a eu le divorce, ils sont partis, il y a Artis qui est revenu, et ça a continué. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petites améliorations, mais le constat, ou alors la constance qui s'est dégagée, c'est que le Cameroun ne réussissait toujours pas à relever le grand défi énergétique, n'est-ce pas, qui lui permettrait, c'est ce qui a d'ailleurs amené le chef de l'État à penser qu'il fallait segmenter l'ensemble des secteurs, n'est-ce pas, dans l'électricité. Il fallait avoir une société de production à part, une société de transport à part, une société de distribution à part. On a fait ça comme ça pour avoir un meilleur contrôle sur le secteur, mais malgré cela, il y a eu toujours quelques petits... il y a eu toujours des petits soubresauts qui ne nous ont pas permis de relever le défi. Et donc, il était important pour nous de comprendre que l'heure était de revenir à la souveraineté. Là, maintenant, nous pouvons définir de manière souveraine les grandes orientations, n'est-ce pas, de notre énergie, décider de ce que nous voulons. Ce qu'il faut savoir, Jean, c'est que nous avons un potentiel que ce soit dans le secteur solaire, énorme, que ce soit, par exemple, dans la partie septentrionale, on peut développer, n'est-ce pas, le solaire là-bas à volonté et à souhait. Même dans l'hydraulique, nous avons un potentiel énorme. Je dois rappeler que dès 1975, après la création de la Sonel, il faut savoir qu'une mission a été donnée à la Sonel de répertorier le potentiel hydroélectrique du Cameroun qui avait donné à l'époque 25 000 mégawatts. 25 000 mégawatts. Aujourd'hui, nous n'exploitons même pas 5% parce que nous sommes sur 25 000 mégawatts de potentialité bien définie. Nous ne sommes qu'à près de 2300 en mix énergétique, c'est-à-dire avec le thermique, le solaire et l'hydraulique. Donc aujourd'hui, en termes hydrauliques, nous sommes à près de 1300 uniquement. Ça fait moins de 5% de notre potentiel réel. Et donc, en reprenant la souveraineté, nous allons mettre en place, nous allons redéfinir les orientations macro-énergétique de notre pays et décider, n'est-ce pas, de la politique d'exploitation de notre potentiel hydroélectrique. Je crois que c'est pour cela que le chef de l'État parle d'importants investissements que cela nécessite. Tout à fait. Yes, at that point, I just want to find out from Justice Galega, this is nationalism. And do you think government taking on the control of electricity will mean better services for Cameroonians, cheaper energy for Cameroonians? Thank you very much. I think we are the head of state is addressing here a very critical sector in the development process.
we do have the experts here, certainly. Professor, you would agree with me that the model, as a result of negotiations with the Bretton Woods, has always been the public-private sector model. The issue with the model is the, what we would call the cut and paste and the non-contextualization of public-private model. Sure. In the public-private models we had, be it the energy sector, whichever sector, there was reason to know whether you had the national capacities or you had to depend on imported capacities to be able to apply the public-private model. The description which you have clearly given demonstrates that in most models where the private investors were largely in control and imported, the public interest was never their priority. I agree that 100%. The public interest has never been the priority. It is not the concept of public-private partnership that is the problem, but the interest that generates. And of course, in most models all over the world, where the private investment is generated nationally, there is a high probability that the public interest will be taken into consideration. Sure. If you take up corruption and the other, risks associated to that. And I think the trend, and what I understand, this is not only limited to energy. It may be the focus is on energy because energy remains fundamental in the head of state's vision for industrialization. There can be no successful industrialization without energy. And of course, he has options. The energy mix option is already a policy of this country. And I think that's the signal the head of state is giving. We're going to invest in energy, water. Those are social sectors as well, which definitely requires state investment to ensure that these social needs are met. Je voudrais qu'on ouvre un autre chapitre que le chef de l'État a abordé dans son message à la nation. Le chef de l'État s'intéresse aux infrastructures routières. Il annonce à cet effet un programme spécial de réhabilitation des axes routiers dégradés et de construction de nouvelles routes. Ce sera lancé au cours de l'exercice qui commence, l'exercice budgétaire 2026. Alors je voudrais, pour justifier cette haute attention sur les infrastructures routières, que l'on dise chacun peut l'éprouver à son niveau, comment se présente l'état de route au Cameroun aujourd'hui. Vous avez fait un long voyage de Motale à Yaoundé, sans doute sur une route bien goudronnée, bitumée. Si, sur une route bien goudronnée. Mais il faut dire que, au-delà des grands axes goudronnés, les axes qui produisent tout ce qu'on a à Yaoundé sont très enclavés. Donc, dans le discours, j'ai observé qu'on a parlé du désenclavement des bassins de production. Tout à fait. Ça, c'est une mesure forte qui va fortement impacter l'activité économique camerounaise, quand nous savons tous que le Cameroun est un pays essentiellement agricole. Donc, avec le développement des énergies, l'électricité et tout, nous espérons que ça devrait aller. Parce que, voyez-vous, il y a beaucoup de problèmes de perte post-récolte. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour transporter les produits des bassins de production au centre de commercialisation. Donc, j'estime que le désenclavement des bassins de production est un acte fort qui devra fortement impacter le développement dans nos différentes régions. Parce que, voyez-vous, quand on parle de route, ce n'est pas Motale forcément. Ce qui est vrai pour Motale l'est vrai également pour Ngelmenduka, même pour Yokadouma ou Yoko. Donc, c'est les mêmes problèmes que nous avons partout. Donc, désenclaver, mettre de l'argent dans le désenclavement de ces bassins,
serait vraiment une mesure forte qui reste à saluer. Et je crois que c'est des mesures qui doivent être largement expliquées au niveau de nos populations pour qu'on comprenne que le chef de l'État a un regard bienveillant vis-à-vis de leurs préoccupations. Yeah, Professor Ngolle Ngolle, the president talked about roads. Each time he's talking about roads, I remember last year he was talking about the Bekono, Idinao, and Boya, Bekoko, and Boya, and so forth. Now he was talking about the international context, which is difficult. And with roads, you need funding from abroad. How are we going to get this fixed? You know, difficult situation, and from the same people abroad who don't seem to have that money, or probably they have the money and maybe the conditions are difficult. How are we going to manage this? What is good and interesting about end of year messages such as this one is that the president has remained a leader who is optimistic. He's been natural. He's been very forward-looking, frank, optimistic. In other words, in the policy-making process, as a scientific process, demands that you put in place your vision, appoint people or elect people to implement that vision in terms of policies that you put out, whether they are decrees or laws or whatever, government instructions. And that in the process of implementation or application or whatever, or execution, if you see that there have been problems, in all frankness, as a leader of conscience, in your evaluation, you have the right to restate it. Mr. Professor Kuate just said earlier, for example, in the area of energy. We all agree that Cameroonian people wanted a better way of managing our energy sector. Sure. And they applaud President Biya 100%, I'm telling you, in the decision to nationalize or to take back, as you say, to and put the energy sector or the electricity sector in the sovereign basket. Cameroonians love that and they expect to see better things. That goes the same with the other sectors which have to do with the economy. I mean, economists like Professor Kuate know better than I do that when you put emphasis on things like infrastructure, particularly roads, they easily facilitate, accelerate your development, both at the local level and the national level. Now, the president, having evaluated the policy, the economic policy with regard to these areas, has been frank with Cameroonians by saying that he knows that there have been problems. For example, our partners, whom the president respects and works very well with. The president is well respected in international circles. And he works with our partners very amicably. But he realizes, because he's a master at international affairs, he knows that there are, Justice Galega talked about, for example, the IMF and the World Bank, sometimes their programs do not necessarily give the expected results, either because the idea of private-public partnership may not give the expected result, but the job is that as a sovereign leader, you have the responsibility, you have the duty, in all good conscience, to say, this is what the program is, this was my intention, and this is what I expected, but from the evaluation, because all policies are subject to a policy evaluation at some point. And once in your evaluation you see that there's need to restate here or there, you do it, and if the people realize it, the people applaud you. This is what we are saying, that not only did the people applaud the president, or have the people applauded the president in this matter of electricity, they will continue to applaud him as he gets into all these agro-industrialization and this mining industrialization in all these sectors. You will see that people, as they begin to see this happen, more applause will come up, which is exactly what all policies demand. You need to be frank with your people. You need to be optimistic. You need to encourage your people. And naturally, the people that you have appointed or the people who have been elected to implement that vision, that program, those policies must be such that they don't behave otherwise. Otherwise, naturally, you will call them to order. That's normal.
So we think that there's reason to believe that when the president makes the statement, the duty of the truth, le devoir de la vérité. Yes. This is what he means by telling his people that this time, in this mandate, I know what your worries are, I know what you think, and this is where your worries are, in the areas of energy, infrastructure, roads, production. This is where he's going. I'm very convinced that with what he has said just a few hours or a few minutes ago in his end-of-year speech, people know that the president means business as far as the general interest is concerned. And those who will be called upon have to know that in this term, the president means what he says, because he has already given us a foretaste during the inaugural speech or the oath-taking speech, and he has emphasized some of it, or a good amount of it, in this end-of-year message. Let's take it seriously. Let us all understand that this is the moment, as a sovereign state, with a sovereign leader such as the president, who is so determined for all of us to put our hands on deck and make sure that when the president wants in this economic sector, in this sector, for us to do something, let's do it. I followed Professor Kuate once on one of the private channels talking about, I think, import substitution. I was impressed because all of us realized that we need to go forward as a united nation in peace, in prosperity, and that's what the president wants for us. Whoever, Cameroonian, whether he is at home or abroad, can join us together, work together, and that's why the president keeps on insisting. Together, together. That means the president realizes that no one person, no two persons can do it enough. All of us Cameroonians, 30 million, we are good enough. We have what it takes, each and every one of us, be you at home or be you in the diaspora, we have what it takes. Whether it's in the road sector, in the agricultural sector, in the whatever sector, economic sector, to make this Cameroon in the next 7 years the best place on earth. And the president is committed to that. Professeur Ngolle Ngolle, alors, à votre suite, je voudrais demander au professeur Kuate si le Cameroun est en bonne voie pour honorer un certain nombre d'échéances derrière lesquelles il court. Le mandat qui a commencé le 6 novembre va courir jusqu'au 6 novembre 2032. Il y a l'ambition d'émergence du Cameroun, c'est à l'horizon 2035. 2035. Alors ces échéances s'entrechoquent. Lorsque vous voyez ce qui est mis en place au plan énergétique, au plan des infrastructures routières, au niveau du climat des affaires, le professeur vient de parler de la politique d'impôt-substitution. Est-ce que le Cameroun est en bonne voie pour atteindre l'émergence souhaitée à l'horizon fixé? Alors, ça dépend par quel angle on prend la chose. Je vais dire un mot sur les infrastructures routières. Il faut bien situer le problème au niveau des infrastructures routières. Il faut situer le problème. Le problème au niveau des infrastructures routières se trouve à deux dimensions. D'abord, la maîtrise des coûts de construction. Elle est très importante chez nous. Et si j'avais modestement, mais alors très humblement, un conseil à donner au chef de l'État, ce serait de tout faire pour mettre un accent particulier sur la maîtrise des coûts de construction. Parce qu'il s'avère tout simplement que les coûts de construction, les coûts de réalisation, n'est-ce pas, des routes chez nous sont trop élevés et parfois prohibitifs. Ebenezer a posé une question qui est très importante, compte tenu du contexte qui est le nôtre, du contexte d'asphyxie financière qui ne traverse pas que le Cameroun, mais alors le monde entier, et la rareté des capitaux et les conditions dantesques d'accès à ces capitaux sur le marché des capitaux à l'international. Est-ce que nous allons continuer à aller faire, je dirais, la manche pour trouver des capitaux à des conditions, comme je l'ai dit, dantesques pour venir réaliser les routes? Non, je pense qu'il faudrait que nous redéfinissions la politique de construction de routes chez nous. Et nous ne pouvons... Pas la maîtrise des coûts, avez-vous dit. D'abord la maîtrise des coûts. Et après qu'on ait maîtrisé les coûts, et on peut le faire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les routes, je vais dire, les éléments de construction de routes, ce qu'on appelle les matériaux de construction de routes,
nous les avons, c'est-à-dire qu'à 40%, c'est la pierre, dont nous avons beaucoup de gisements chez nous au Cameroun, mais il faut comprendre qu'il y a une politique très dolosive de la part des grandes entreprises qui viennent construire les routes chez nous, qui viennent chez nous écraser la pierre et nous les facturent. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, il faut construire une route, je vais dire la nationale numéro 3, dans leur proforma, dans leur DQE, devis quantitatif estimatif, et vous facturent, n'est-ce pas, la tonne, par exemple, du 3,15, du 15,25 et autres. Et quand ils arrivent, ils vous demandent... Il s'agit de différents types de graviers. Des graviers, des granulats. Non, pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Et donc, quand ils arrivent chez vous, la première chose, ils vous demandent où se trouve le gisement. On leur dit, voilà un gisement. Ils vous disent, on va mettre une machine, nous allons écraser et puis nous allons vous les revendre. Donc, il faudrait que le président, qu'il mette l'accent et il vous facture les machines qu'ils viennent avec chez vous. C'est-à-dire qu'ils vous disent, on va apporter 10 bulldozers, 10 pelles excavatrices, 10 chargeuses, 10 niveleuses. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ce sont les machines de construction de route. C'est facturé, mais seulement quand ils viennent avec, ils finissent de construire, ils ramènent ça chez eux. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc il faudrait que le président mette un accent là-dessus sur la maîtrise, n'est-ce pas, des coûts de construction des routes chez nous. L'autre problème, c'est le suivi et, n'est-ce pas, l'entretien des routes. On a l'impression qu'une fois qu'on a construit une infrastructure routière chez nous, top, c'est terminé, c'est fini. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'entretien. Si vous prenez par exemple la nationale numéro 3, qui va de Yaoundé jusqu'à Edinao, en passant par Douala, vous allez vous rendre compte que c'est une route qui est hyper abîmée, hyper abîmée. Or, une nationale ne devrait pas être abîmée. Pourquoi? Parce que quand vous avez fini de construire une route, vous mettez en place une politique de suivi-entretien. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, par exemple, triennal que vous mettez en place, des gens qui doivent suivre cette route. C'est-à-dire, parce qu'une route, quand elle est construite, elle est soumise à plusieurs facteurs de dégradation. Dégradation accidentelle, dégradation fonctionnelle, parce que c'est une route qui est pratiquée, dégradation peut-être par le déversement des produits chimiques sur la route. Tout cela contribue à la dégradation de la route. Mais seulement, il faut maîtriser cela pendant que ça commence. Et il faut qu'il y ait chaque route doit avoir un journal qui est suivi par, je ne sais pas, le ministère, n'est-ce pas, je ne sais pas, des infrastructures ou tout ce que vous voulez, qui doit être suivi de manière en sorte que lorsqu'une dégradation commence, lorsque le premier caillou saute, il faut qu'on signale et qu'on prenne des mesures pour maîtriser cela. Lorsqu'on laisse que ça devienne un ravin, après, ça demande qu'il faut faire un travail trop, je vais dire, coûteux là-dessus. Donc, il faudrait qu'on mette l'accent, que le chef de l'État mette l'accent sur ces deux points-là. Premièrement, la politique de maîtrise des coûts de réalisation des routes chez nous. Ensuite, une politique réelle de suivi et d'entretien des routes chez nous. C'est très important. Ça, c'était pour les infrastructures routières. Et ce que nous devons faire, non, on ne doit plus aller emprunter de l'argent pour venir construire les routes. La route, c'est ce qu'on appelle chez nous un vecteur de développement. Et la route, c'est un business. On doit tout simplement, on n'avait pas par exemple besoin de Douala-Yaoundé, on n'a pas besoin d'utiliser les capitaux du Cameroun pour réaliser cette route. C'est simple, le Cameroun peut investir uniquement pour les travaux d'études, maîtriser les coûts, parce que vous faites vous-même des études pour connaître les coûts de réalisation de cette route, et vous lancez un appel à manifestation d'intérêt pour quiconque veut réaliser cette route comme un business et mettre des péages pour se faire rembourser. Pioti. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre avec des budgets qui sont assez contraignants, restreints comme les nôtres, vous ne pouvez pas vous permettre de construire des routes à 800 milliards, vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous allez construire combien de routes de cette façon? Vous réalisez, vous dépensez de l'argent, vous réalisez les études, vous lancez des appels à manifestation d'intérêt, ce sont des business. Les routes, ce sont des business. Vous lancez un appel à manifestation d'intérêt. Ceux qui sont intéressés, qui en ont les moyens, ils réalisent, ils mettent des péages et ils se payent au bout de 15-20 ans et ils vous restaurent la route. Vous avez, n'est-ce pas, la chance de ne pas vous endetter, vous avez le privilège de ne pas vous endetter directement, vous permettez la circulation parce que sans route, effectivement, comme disait Madame Ekoto, si vous n'avez pas, n'est-ce pas, les bassins de production qui sont desservis, vous avez la production primaire là-bas qui ne peut pas, n'est-ce pas, arriver, je vais dire, au centre de distribution ou alors au centre de transformation. Et vous avez les coûts de facteurs de production qui se multiplient tout simplement parce que si vous partez d'un point A à un point B à des coûts onéreux, cela va
impacter, n'est-ce pas, sur les coûts de production. Je vais dire, si vous voulez par exemple transporter du manioc, et que pour transporter 1 kilomètre du manioc, je sais pas, de la partie sud pour la partie littorale, le kilogramme devient très très coûteux, tout simplement parce qu'il n'y a pas de route entre cette partie et Douala. Alors, à la fin, le prix de mise du produit fini sur le marché va devenir très très élevé parce que seulement le prix de transport a été très très onéreux. Donc, il faudrait justement que l'on travaille à desservir tous les grands bassins de production de notre pays pour réduire les coûts de production. Ça, c'est d'un. Maintenant, vous avez parlé, par exemple, des grands équilibres macroéconomiques. Il faut atteindre l'émergence, c'est vrai. Le Cameroun a défini depuis 2020 un programme, n'est-ce pas, de développement stratégique de son pays qui a une colonne vertébrale. Ça s'appelle l'import substitution. Le programme en lui-même, c'est le SND 30. Dans le SND 30, le Cameroun a une vision, mais alors plus que magnifique. Je crois que c'est récemment qu'on a fait, n'est-ce pas, la séquence évaluationnelle de ce programme. Et globalement, ce n'était pas satisfaisant. Le gouvernement, le ministère de l'économie a fait une évaluation. Ce n'était pas satisfaisant. Les objectifs ne sont pas atteints. On n'a pas réduit nos volumes d'exportation. On n'a pas réduit nos volumes d'importation, surtout des produits dont nous avons le potentiel de production, notamment le maïs, le blé, le riz. Ce sont des produits dont nous avons fortement, je dis bien très fortement, un potentiel de production. On peut produire le riz en Ndop, on peut le produire à Yagua, on peut le produire dans les plaines de Mbo, on peut le produire un peu partout. Coco, coffee. Et tout cela, et nous n'avons pas amélioré nos volumes d'exportation. Ça veut tout simplement dire qu'en termes de balance commerciale, le déficit se creuse encore davantage. Je crois que maintenant, nous sommes à près de 2 000 milliards hors pétrole et à près de 3 000 milliards avec, inclus le pétrole. Et il faut savoir que nous perdons également en termes de volume de production de pétrole. C'est pour ça que dans le budget 2026, vous allez vous rendre compte que nous sommes passés de 800 milliards de parts de pétrole dans le budget à 500 milliards. Ça doit nous inquiéter. Ça veut tout simplement dire que nous ne pouvons pas continuer de faire de l'importation tout azimut. Il faudrait qu'aujourd'hui, que dans ce pays, qu'on mette en place une politique d'importation qualitative. Je veux dire, est-ce qu'on a encore besoin, Ebenezer, est-ce que nous avons encore besoin d'importer tout ce que nous appelons brocante, ce que j'appelle les déchets des autres, c'est-à-dire qui nous causent des problèmes à la fois de santé, à la fois d'ordre environnemental, parce que vous partez prendre un vieux frigo que les gens ont utilisé pendant 3 ans et qui a perdu de sa superbe, vous mettez dans le congélateur, vous venez ici. Et qu'est-ce qui paye cela? C'est le produit, c'est l'argent de notre café, c'est l'argent de notre bois, c'est l'argent de notre cacao. Nous n'avons pas besoin de cela. Il faut que nous mettions en place une politique suivie de qualité d'importation telle que nous devons importer les équipements de production prioritairement. C'est-à-dire qu'on doit, n'est-ce pas, aujourd'hui savoir que tout ce que nous importons doit avoir une valeur ajoutée chez nous en termes de transformation, en termes de production. C'est à cela que nous devons partir. Si nous n'y prenons garde, nous allons continuer comme ça et nous allons déséquilibrer toutes nos, je vais dire que notre politique macroéconomique et le résultat nous n'allons pas atteindre, n'est-ce pas, le point, vous avez appelé ça l'émergence 2035, nous n'allons pas l'atteindre si je ne m'en tiens, comme je l'ai dit tantôt, qu'à la séquence évaluationnelle, n'est-ce pas, de notre programme décennal qui doit finir en 2030. Si, en 2030, si aujourd'hui, 5 ans après, nous ne pouvons pas objectivement voir que nous avons réduit nos volumes d'importation de poissons, de riz, de ceci, et que nous n'avons pas amélioré nos politiques d'exportation d'un ensemble de produits, c'est qu'il y a problème. Ebenezer Motale, vous savez, le professeur Kuate peut parler pendant des heures et des heures. Il est dans sa matière en tant que chef d'entreprise spécialisé dans les travaux de construction. Et que vous avez un cabinet d'expertise. Je crois que le gouvernement se ferait le devoir de vérité de venir vous consulter, probablement à titre privé. Yes. I would love, Prof, to add to what you've said. If you listen to the head of state's speech, he's laid emphasis on the energy sector and the road infrastructure. These two are critical for any investment in the country. One of the main issues of import substitution is capacity. If you don't have the internal capacity to supply, to meet with the needs, you are bound to import to meet with the needs. And so I think one of the key areas
we would, like you give an advice, advice for serious investment is the capacity for production internally. Sure. If we can build that capacity, there would be, the economic law of law and supply would oblige us to import. Sure. And it's a very disturbing situation. I want to take the energy sector, or electricity sector rather. If you look at the cables, the switches, those tiny things, every piece of it is imported. I know the main issue is electricity, but to produce those small gadgets, why can't we not invest in the production of those small units that would help to reduce, the amount of money in our trade that creates the trade balance? In fact, recently, we should recognize that the state has made significant efforts, because you raised resources, to mobilize resources for investment in this country. Sure. We've had senior officials lead delegations abroad, all over the world, to convince Cameroonians abroad, to convince investors to come back to Cameroon and invest. We should ask ourselves, why are we not meeting the target? And I think that's where the problem is. And I see in this the head of state just wanting to let future investors know the key areas that can unlock, those hitches we have to having those items produced in Cameroon. We need investors. And I think this is a message also to the diaspora. The first time I went to to South Korea. If you go to South Korea and you are told that that is a country that received aid from Cameroon, it's unbelievable. Just a couple of years ago. Yes, less than half of a decade. The boost in the South Korean economy was the diaspora. And I think we need the diaspora with the expertise, the capacity. You said it. We don't need to go get the money. Cameroonians have the money we need. They just need to believe in their country, be part of the fight to build this country. And I think this is what the head of state is saying. These are the sectors for investment. Yes, it would be interesting, actually, if somebody around the table here could explain to me these resources that are being sent to the councils, and they are telling councils to take care of the roads within their municipalities. Shouldn't that solve that problem in the coming years of road infrastructure, the government decentralizing? No, the resources are not enough. The resources are not enough to the councils, even to the national, at the national level. The resources are not enough. That's what I said. Yes, of course. The resources are not enough. We got to clearly define a policy to build our roads and give the responsibility to the councils to take care of what they call local roads. That's the road that they don't need to pave. They don't have to maintain, and then, make sure it is good. We can circulate on that road. That's the only thing they can do. But if you give responsibility to councils to pave roads, where are the resources coming from? If at the national level, we don't have resources to build roads, how do you think we can affect these resources? If nationally we don't have the resources, where are we going to get the resources to affect, to transfer to the councils to take care of the road? It's not possible. We got to define a national policy to take care of the road globally. It should be a global policy. Yes. If you want to transfer that to the councils, then you are giving them responsibility actually that they cannot stand. Yeah. That's all. Okay, yeah. But that in itself, that issue of not having enough resources, does not make
the policy of decentralization a bad one. The policy of decentralization is a good policy. In other sectors. Yeah, in other sectors. Even for the local development. Even for the local, because decentralization everywhere in the world, universally, always accelerates local development and accelerates local participation in development and local democracy. But the issue of resources is always an issue which comes up. Resources are never enough. I'm sure the economists will say that. It will never be enough. It will never be enough. But some people tend to jump to the conclusion that if resources are not enough, they are not there, therefore decentralization is bad. No. Decentralization is a good policy, it's well-founded, and it has all the ingredients of making us grow faster, accelerating our local development. But now that we have one of the issues is the issue of having enough resources. I'm sure there are ways. We have enough intelligence, enough genius amongst us. And I think the professor said earlier that there are enough resources. I think Justice Galega said it. We should be able, with time, learning, having learned that there's a problem of resources, which does not mortgage or does not question the validity or the logic, the reasoning of decentralization, because we think that option is good and it's good for our country and the future of our country. Let us look for ways to find those resources necessary, or at least near necessary, to be able to allow us develop both at the local level and at the national level. And maybe, I think that is, maybe to some get people, councils to have councils can be creative. abroad. Councils can be creative. That's one way. One thing decentralization does, a lot of people, when we talk about decentralization, some people think about it only as if it's an administrative mechanism. But decentralization is much more than just an administrative mechanism. It allows the local collectivized, decentralized collectivities to increase their creativity. Yes. Expand their opportunity. Yes, their horizons. Yes. They can go further. They can do things they didn't do 10, 5, 7 years ago. Yes. Yes. Prof, you've just said that we don't have much time now, and we just want to talk about the social side of the president's speech. I was very surprised that the president was very hard on an issue that we thought Cameroonians were doing very well, living together. He did mention cultural isolationism and hate speech that are growing. And he said, let us step up the collective efforts to promote living together. What is the problem that Cameroonians cannot live together at this time? Is it the politics that's dividing us, or what is it? Well, maybe she wants to. Because what is the problem? C'est la mise en minorité du genre. Voilà, c'est ce que j'ai voulu éviter. Pour revenir au vivre ensemble. Oui, nous disons, le vivre ensemble ne se décrète pas, il se construit. Voyez-vous, dans les sociétés anciennes, chez nous, on a souvent parlé du soir au village, où les gens se retrouvaient. On a parlé de dialogue, comment je vais dire, dialogue villageois, où des personnes se trouvent ensemble. Le chef de l'État lui parlait de dialogue communautaire. Du dialogue, voilà le terme. Du dialogue communautaire. C'est tout simplement un retour aux sources. Parce que ce dialogue communautaire a produit les résultats qu'on a vus. Je voudrais vous parler de l'exemple du Sud que je connais très bien, où les étrangers avaient toujours une place. Il y avait une case communautaire au milieu du village où tous les passants pouvaient s'arrêter, trouver à manger, dormir. Chacun pouvait avoir un asile partout, à tout moment. C'est ça là-bas? Là-bas, on a fait ça. Là-bas. Oui, je ne connais pas de traduction. Il y avait toujours des excédents de nourriture qui étaient là pour tous les affamés qui passeraient par là. Donc, revenir à ce mode de fonctionnement ancien nous permettrait de résoudre beaucoup de problèmes parce que l'individualisme et les égoïsmes nous ont tellement envahis au point qu'on vit des situations où on cache le petit menu qu'on a chez soi quand on entend quelqu'un frapper à la porte. C'est des petits éléments simples comme ça qui nous permettraient de nous resocialiser, d'admettre les voisins, que mon fils soit le fils du voisin, que les enfants étaient les enfants de la communauté,
mais pas les enfants d'une famille particulière. Donc, nous disons... La resocialisation. La resocialisation de, comment je veux dire, des familles. Voyez-vous, cela permettrait également à chacun de se remettre dans sa responsabilité. Bon, si je prends l'exemple de nous les femmes, la femme avait l'obligation d'apporter un menu, un mets, tous les jours. Et le chef de famille avait la responsabilité de le partager avec tous les célibataires du village. Donc, revenons à cette resocialisation des communautés. Le problème de vivre ensemble serait résolu. Comme dit un dicton, que chacun balaye sa cour et le village sera propre. Si chacun resocialisait autour de soi, toute la société camerounaise retrouverait son vivre ensemble. Alors, à ce sujet, j'ai souvent coutume, et là je suis souvent un peu très dur à l'égard des sociologues que j'accuse un peu parfois de paresse intellectuelle, parce qu'ils ont la responsabilité d'abord de maîtriser les phénomènes de société, de les comprendre, de les décrypter, de les décortiquer en produits de facteurs premiers pour les expliquer à tout le monde, au plus grand nombre. C'est leur responsabilité intellectuelle, ça. Et je les accuse de ne pas trop travailler, de ne pas nous aider à comprendre, n'est-ce pas, l'émergence d'un ensemble de phénomènes dans notre société. Alors, ce que je vais dire, c'est que Madame Ekoto a expliqué un phénomène. Et à partir de là, il faudrait que les sociologues, par exemple, nous expliquent à partir de quel moment la courbe coupe la tangente négative et décroît. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'à une époque, on accueillait facilement l'étranger et on lui faisait même de la provision sans qu'il n'en soit forcément demandeur. Tout à fait. Alors, cela peut s'expliquer tout simplement par un dicton qui dit chez nous que l'abondance crée la vertu et la rareté crée le vice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'il y en avait suffisamment, on devenait vertueux même sans le vouloir. Parce qu'on en avait déjà pour soi et on pouvait donc penser à autrui ne demandait pas trop d'efforts. Mais il se trouve que nous sommes dans une société qui n'est pas statique, qui est dynamique, où la courbe démographique, n'est-ce pas, croît très rapidement, où les besoins ne sont pas maîtrisés et où la rareté des ressources, n'est-ce pas, se fait ça ressentit avec de plus en plus d'acuité. Et donc, lorsqu'il y a la rareté des ressources, cela entraîne une bataille très forte, n'est-ce pas, pour les ressources. Et cette bataille peut se traduire sur ça peut entraîner plusieurs phénomènes, notamment le repli identitaire. On a l'impression que si je manque, c'est parce que l'autre est venu prendre, il est venu arracher. Et donc, s'il n'était pas là, peut-être que je ne serais pas. Cela ne se traduit pas qu'au Cameroun. Vous voyez par exemple un pays comme la France qui autrefois était très grand ouvert à accueillir beaucoup de gens. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'à une époque, il y avait certains travaux qui étaient pour les laisser pour compte, on te disait le blanc ne peut pas faire ce travail, le blanc ne peut pas être éboueur, le blanc ne peut pas être plongeur, le blanc ne peut pas. Alors le français de souche estimait qu'il ne peut pas aller être plongeur dans un restaurant. Aujourd'hui, que l'emploi devient rare, les ressources deviennent rares, avoir un job devient rare même quand on est qualifié, même le plongeur, c'est discuté par tout le monde. Éboueur, c'est discuté par tout le monde. Ce n'est pas que l'apanage du seul Cameroun. Et donc, là où j'accuse les sociologues, c'est de ne pas faire un travail de fond pour pouvoir expliquer, n'est-ce pas, d'abord l'origine de ces phénomènes et puis proposer des solutions. Comment on fait pour les maîtriser? On ne va pas faire le procès de la sociologie. Je ne fais pas leur procès. Il n'y en a pas sur ce plateau pour se défendre. Voilà. Donc ce serait très facile pour moi justement d'organiser leur procès. Mais je veux dire, je les invite. C'est leur responsabilité intellectuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà d'expliquer l'émergence de certains phénomènes et puis de faire des propositions, de dire comment est-ce qu'on en sort, comment on évite. Sinon, il faut le dire, que le vivre ensemble
franchement, c'est une réalité au Cameroun. Sur le plan horizontal, c'est-à-dire que de prime abord, lorsque j'ai besoin de quelque chose, je ne demande pas forcément si je vais l'obtenir forcément de mon frère, de mon cousin ou de l'homme de mon village. Mais il se trouve tout simplement que lorsqu'on fait face à un ensemble de difficultés, on peut développer malgré soi un ensemble de vices, un ensemble de sentiments. Et donc je pense que le chef de l'État a parlé de quelque chose qui, ma foi, doit être exploré, le dialogue communautaire. Il met en mouvement un certain nombre d'acteurs. Les chefs les autorités traditionnelles. administratives, Voilà. les chefs traditionnels, les C'est leur forces mission. vives. Exact. Lorsque vous avez une unité, par exemple, de commandement, c'est comme ça que ça se dit chez les préfets et les sous-préfets, lorsque vous avez une unité de commandement, vous avez un brassage de population. Vous avez des personnes qui viennent d'ici, de ça, de là, d'ici et d'ailleurs. Et donc, vous avez la responsabilité de faire en sorte qu'ils se parlent, qu'ils ignorent leurs différences et restent focus, n'est-ce pas, sur ce qui les met ensemble, sur ce qui peut leur permettre d'avancer, n'est-ce pas, de contribuer à l'œuvre, n'est-ce pas, de l'édification nationale. Je pense que c'est leur responsabilité également des chefs du village. Les chefs du village, ils doivent comprendre que quand on dit chef du village, vous êtes chef, n'est-ce pas, de tout le village. Abstraction faite des origines de ceux qui ne sont pas du village, de ceux qui ne sont pas de votre confession, de ceux qui ne sont pas. Vous devez faire abstraction de tout cela et savoir que vous êtes le père de toute une famille, n'est-ce pas? Malgré leur diversité, malgré. Et c'est à vous de comprendre que vous avez le défi de faire dormir la chèvre et le chou dans la même chambre et qu'on se réveille le matin, que le chou n'est pas disparu parce que la chèvre l'a bouffé. Yes, thank you. Dans ce débat, Ebenezer Motale, il faut relever que le président prend ses responsabilités, toutes ses responsabilités. Voici ce qu'il dit à ce sujet. L'œuvre de construction nationale dans laquelle nous sommes résolument engagés ne saurait s'accommoder du désordre, de l'indiscipline, ni de l'impunité. Alors, il annonce une reprise en main vigoureuse des secteurs concernés. Il dit, nous allons nous y atteler sans délai. Voilà. Cela doit nous parler. Yes, for justice. Something to say? I was going to say we should not be oblivious of the fact that while to some extent, we have 250 called tribes. And there's the freedom for you to settle and live where you are. We have experienced in the last decade or tenure of his office a trend of, tribal-based conflicts, hatred, political-based hatred, with a lot of disorder. And I think it is in that sense that the head of state is sending out a strong signal that there is going to be, every effort, every measure. And I would want to say, why not even criminal or judicial measures put in place to ensure that this disorder doesn't continue? We've seen a lot of, public, not only social media, overtly, words that have been uttered that would stir people, that are insultive of certain tribes. It is existing. And I think what he is saying is in the next tenure, there is going to be every effort to make sure that those who are at the origin of this disorder will be brought to order. Yeah, Professor Ngolle Ngolle, before you say your word, you have something to say on this that you want to read there? Oui, merci, professeur, de me passer la parole. Je voudrais revenir sur quelque chose d'essentiel qui a été dit dans le discours du chef de l'État. Il parle d'une provision de 50 milliards de francs CFA pour soutenir les projets des jeunes. J'estime que c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment mettre sur la table. Alors, les jeunes ont toujours cru, pas les jeunes seuls, que l'investissement était lié au financement. La rareté des sources de financement était un grand frein à l'investissement.
Maintenant, nous devons saluer le fait que le chef de l'État ait déjà mis en réserve 50 milliards de francs CFA pour le budget 2026 qui va commencer demain. Donc ça, c'est, comment je vais dire, une perche tendue aux jeunes qui ont des projets fiables, des projets rentables qui peuvent être financés et qui permettraient donc de trouver de l'emploi. Parce que, disons-nous-le bien, la fonction publique n'est plus le meilleur pourvoyeur d'emploi. Les jeunes doivent maintenant s'auto-employer, créer des entreprises que l'État est prêt à financer. Donc, nous estimons que les jeunes qui nous regardent doivent savoir que le chef de l'État ne les a pas oubliés. Yes, Professor, that's within this whole thing of President Paul Biya saying he's going to take care of the youths and the women, and this is empowering them through these funds. Indeed, this is what national leadership is all about. Once we're a national leader, such as we have the President of the Republic, who is our head of state, the challenge of national leadership, the sovereign challenge of national leadership is such that as we evolve, and we do evolve, and we have evolved over 65 years, we go through transformations of experiences, methods, and so forth, policies that are put in place. What is important is that within the limits of and the logic of national leadership, the national leader is conscious, he takes, he evaluates what's going on, and he continues within his vision and political program as a manager of the nation. He knows, using managerial methods, what to do and what not to do, and this is what we're seeing here. You know, the idea of or the concept of living together, and I'm glad that Professor Kuate said earlier that it's a reality. Yes, it's in construction because human life in itself is in construction. That's why the theory of evolution has value. We evolve every day, and as we learn every day, we see every day, we construct, we are constructed, we are all builders. Every day, that whatever we do, we're trying to build. And if we're not building, then we are actually working against the natural theory of evolution. There's no society which can afford to prosper or move forward if it's working against the theory of evolution. And how does it work? That is to say, we all contribute, we build every day, we learn every day, we construct every day. We make mistakes, we agree, but we have to remain men and women of values. Did we make a mistake in embracing democracy, which some say has brought all this about? No, those are wrong. The people who jump to that conclusion are wrong. We have not made a mistake in embracing democracy. It is in our evolution, natural logic, that at some point, with the advent of President Biya in power, and the vision he brought in, it was necessary, it was time, that the Cameroonian nation, which had its origin since its creation in 1960, with the founding fathers, who saw that there was wisdom, there was vision, there was need in forging a common purpose among 250 ethnic groups or tribes to come together and call themselves a Cameroon state, which will evolve into a Cameroon nation. And this is what we have embarked on. And President Biya, in his political vision, having studied, having understood, and in his patriotism, having seen that the way we have to go at this, meaning the logic, the wisdom of our founding fathers, is that we have to be an open society, we have to be a democratic society, and we have to be able to value each other's geniuses, we have to tolerate each other's contributions, and that way he put in place a new Cameroon that we call the Cameroon of New Deal, with democracy as its form of government. It was put in the new constitution, and this is what we have lived by, and we are evolving with it. Our living together is a flow from what the vision and the wisdom of the founding fathers, and President Biya being the leader who carries on this heritage. So the living together, as he said, is a reality. There is also a heritage we cannot run away from, a heritage that we have to make grow. It must grow and take us to the promised land, to where we want to go, to this common destiny that we all want. And as we move towards that heritage, towards that destiny, sure,
There are some amongst us, we have to be frank, there are some amongst us, as Justice Galega said earlier, who speak the wrong language. And President Biya has made that known in this message. Some of amongst us, either rightfully or wrongly, not only abuse, each other, they even violate the raison d'etre even of the state itself. They break the laws, and they engage in hate speech. This could be either, as I said, wrongly or rightly, because some of them are frustrated, or some of them have wild ambitions, or some of them either have been manipulated from somewhere, from abroad. They haven't quite understood that, no, look, the founding fathers intended that even though we come from 50 tribes, we have what it takes to live together, and that in living together, on the way we may make some mistakes, we are just human, but we should be frank enough, we should have values and virtues enough to be able to correct ourselves as we go without losing sight or making sure that we're focused on where we are going together. And so no language, no action, simply because we are frustrated or we are not satisfied, should make us get away from the vision and the mission that the founding father laid, which President Biya is defending and promoting very vigorously. I think that it is not for nothing that in his speech, he made a statement that the best is still to come. For a national leader to make the statement, the best is still to come, it's not only a statement of optimism, but it's a statement of conscience, a statement of modesty that enables all of us, the citizens, to know that, but our leader does not give up. Our leader is someone committed. He is giving all his life. He is going for the Cameroon of tomorrow that will be good for all of us in spite of our little problems. So it's in our duty as citizens, in our construction, daily construction, knowing what the laws say, to support the vision that the president is promoting by making sure that let us get all the geniuses, all the intelligence that we can get, working together. And that's why he keeps on using that word together, to make sure that those who, for whatever reason, have fallen foul or have fallen astray or are so angry or so frustrated, they should understand that that is not the way to go. The way to go is we work together and we benefit from each other's geniuses and intelligence, and together we shall make it, working with our leader, because where we are going is brighter than where we are coming from. Let us not allow ourselves to be victims of today's pessimism, today's anger, today's dissatisfaction, because tomorrow is brighter. And that's what our leader is reminding us. The best is still to come. Yes. But he's telling you that we've done a lot, but we still have a lot to do, and yes, we can make it. Yes, Professor, as we conclude this program, I just want to read this quotation on what the President said earlier this evening. I have confidence in the future of our country. Ladies and gentlemen, it's on that note that we'll conclude this program. You have so much to talk about, but obviously we haven't got all the time this evening. I hope that you'll be back some other time, because you are all brilliant heads here, and it makes us very proud indeed. So, for our colleagues behind the cameras who made this possible, we want to thank you so much. I turn to you, Jean, to conclude. Eh bien, tout à fait, nous disons également merci. Et déjà, bonne et heureuse année 2026 à tous nos invités. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau spécial. Eh bien, que des messages spécifiques enregistrés donc dans le message présidentiel du 31 décembre 2025, que d'enseignements reçus sur ce plateau de décryptage, maîtrise des coûts de construction des infrastructures routières par la mise en place d'une politique qui intègre le suivi et l'entretien des routes construites, mise en place aussi d'une politique de qualité des importations, retour aux sources par une politique assumée de resocialisation, par l'instauration de cadres de dialogue communautaire, que d'attentes également exprimées sur ce plateau spécial en lien avec la formation du futur gouvernement de la République. Sur ce point et en guise de conclusion,
illustres téléspectateurs, Madame, Messieurs, permettez que je vous laisse en dialogue avec le chef de l'État, Paul Biya. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur les antennes de PRC-TV. Alors, le président de la République, Paul Biya. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, lors de la campagne électorale et dans mon discours de prestation de serment, j'ai eu l'occasion de vous présenter le programme que j'entends mettre en œuvre pour répondre à vos préoccupations, à vos aspirations et à vos demandes. Je voudrais vous redire que l'amélioration de la situation des femmes et des jeunes sera au centre de mes priorités, telles que je m'y suis engagé. Le gouvernement, sous mon autorité, veillera à la mise en œuvre effective du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, dont les lignes directrices ont été présentées lors de ma prestation de serment. D'ores et déjà, une provision de 50 milliards de francs CFA a été constituée dans le budget de l'État pour l'exercice 2026. Elle est dédiée au financement des premières tranches de projets initiés par les jeunes. Je verrai également à l'application des mesures visant à améliorer la promotion des femmes et à garantir une plus grande participation des jeunes dans la gestion des affaires publiques. Je voudrais toutefois rappeler qu'il n'est pas question de stigmatiser les autres tranches d'âge ou catégories de notre société. Au-delà du critère de l'âge et du genre, ce qui continuera à être privilégié dans l'accès ou le maintien au poste de responsabilité, de même que dans les promotions, ce sont les qualifications, les compétences, la probité et l'engagement au service de l'intérêt général. Nous verrons cependant à concilier mieux que par le passé jeunesse et expérience et surtout à combattre vigoureusement les injustices procédant de l'appartenance à tel ou tel groupe ethnique ou culturel, genre, religion ou tranche d'âge. C'est ainsi que nous pourrons mieux promouvoir l'égalité des chances et permettre à des compétences trop souvent oubliées à l'intérieur comme dans la diaspora de participer à la grande œuvre de construction nationale.